Bonjour à tous, bienvenue ce soir au premier webinaire organisé en collaboration avec le groupe THG, WeLink et Tetralone. Merci déjà pour votre participation parce qu'apparemment il y aurait déjà 122 inscrits, ce qui est bien pour une première, j'espère d'une longue série. Voilà, donc moi je vais peut-être me présenter. Je suis donc Gilles Gondry, je suis partenaire THG depuis 2002. Et ensuite nous avons Maître Scarna qui représente Tetralone, qui est notre orateur de la soirée, et Monsieur Gilles Frano qui représente Willing. Je peux peut-être leur laisser un peu la parole. Voilà, merci Gilles. Donc l'idée ce soir, mesdames, messieurs, c'est évidemment de vous entretenir de certains thèmes qui ne sont pas toujours réjouissants. Si on parle de succession, c'est par définition qu'il y a un événement qui se passera un jour auquel nous n'avons pas nécessairement envie d'assister. Mais bref, vous savez comme nous qu'il est de bon ton de pouvoir anticiper certaines choses et de préparer certaines choses. Nous allons faire le point ce soir avec Maître Sabrina Scarna. Merci, chère Sabrina, de nous faire l'honneur d'être là ce soir. J'aurai l'occasion de vous la présenter un peu plus en détail, bien entendu. Et donc, nous tiendrons une interview sur le principe des successions sans rentrer dans trop de détails, évidemment. L'idée, c'est que si vous pouvez sortir de ce webinaire en ayant déjà acquis quelques réflexes, ou en tout cas en vous posant les bonnes questions sur peut-être ce que vous avez intérêt à faire ou à anticiper, eh bien, je pense que notre mission aura été réussie ce soir. Dans un deuxième temps, nous allons profiter un peu de l'actualité, puisque pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance de pouvoir optimiser leur plan de pension, notamment du deuxième pilier, la période de clôture de la majorité des sociétés arrive à grands pas, hein, c'est en général fin décembre. Il nous a paru intéressant de faire le point sur un sujet qui a fait couler quelque peu d'encre cette année pour voir ce qu'on peut encore faire, comment, et de manière évidemment sécurisée fiscalement. Et nous avons évidemment, une fois encore, une grande spécialiste de la chose qui nous éclairera de toute sa science. Ensuite, questions-réponses. Vous verrez que vos micros sont coupés, mais vous avez l'occasion de poser des questions que nous résumerons par thème. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions individuellement, mais nous passerons évidemment quelques minutes pour y répondre à la fin de nos exposés. Voilà. Gilles, je te repasse la parole pour que tu nous présentes, pour ceux qui ne connaissent pas encore THG, qui est ce fameux groupe THG. Alors, THG, c'est une longue histoire. C'est un groupe de fiduciaires qui a été créé en 1983 à l'initiative de Monsieur Joseph Fémonville. Ça s'est développé depuis un certain temps parce qu'il y a eu un premier bureau à Bruxelles, puis un premier bureau à Saint-Vith, puis au fur et à mesure de faire des rachats, maintenant on est présent dans plusieurs pays. Il y a 9 bureaux en Belgique, 2 bureaux au Luxembourg, un bureau en Allemagne et nous avons des contacts privilégiés avec des structures françaises. En chiffre d'affaires, nous avoisinons les 12 millions d'euros au niveau du groupe. Alors, les services, nous avons des services généraux qui, le service de base qui est la fiduciaire, avec la tenue de comptabilité, la constitution de société, la clôture fiscale, le dépôt des comptes annuels des entreprises. Alors, nous traitons également les dossiers pour les indépendants et pour les sociétés. Alors, notre grande force, c'est que nous sommes des fiduciaires, mais entourés par beaucoup de services spécialisés. Nous avons un service qui est THG HRNP qui s'occupe de la gestion des salaires, de calcul des salaires, tout ce qui est l'administration du personnel. Un deuxième service qui est THG Consulting qui s'occupe de la valorisation d'entreprise, la rédaction de plans financiers, la structuration financière d'entreprise et la réorganisation d'entreprise. Donc, en l'occurrence, des groupes qui ont des difficultés financières, nous avons des spécialistes qui peuvent aller négocier auprès des banques pour redresser la situation. Alors, nous avons un autre service spécialisé qui est THG Tax, où là, ce service-là gère tout ce qui est la problématique des TVA nationales et internationales, les problématiques de douane, tout ce qui est AXIS,
les revenus d'innovation pour les structures, les revenus de brevets et la problématique des prix de transfert au niveau des groupes. Nous avons un service également juridique, un service juridique qui gère tout ce qui est convention, rédaction de convention pour cession, acquisition d'entreprises, réponse aux contrôles fiscaux et analyse de tous les contrats. Un service TRG German d'Est qui s'occupe d'attirer des clients allemands qui veulent s'installer en Belgique. Et donc là, il y a des contacts permanents avec les Allemands. Alors, notre clientèle, nous avons une clientèle aussi bien le petit indépendant que la société nationale et internationale. Et nous avons malgré tout aussi beaucoup de sociétés transfrontalières. Alors, la force du groupe, justement, c'est que je pense qu'on a les mêmes services, on peut apporter quasiment les mêmes services que les Big Four, mais avec un accueil plus proche, avec des tarifs horaires qui sont un peu moindres et un suivi qui peut être très important. Notre force également, c'est qu'on est entouré de grands spécialistes qui viennent de ces structures-là, donc qui ont une certaine qualité et une certaine expérience des services société. Voilà, maintenant, je pense que je peux passer la parole à Gilles. Merci Gilles. Voilà. Profitons-en, c'est assez rare d'être entre Gilles, hein, c'est un prénom voilà, exactement. qui n'est pas si, donc profitons-en. Hein. Alors, merci pour ta part de présentation. À mon tour de vous présenter, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le groupe WeLink. Notre mission chez WeLink, elle est simple, elle est de vous accompagner tout au long de votre existence. Hein, vous voyez une rivière, un fleuve ou un circuit de voiture, c'est comme vous voulez, avec des objectifs, des plans de vie, des rêves. Eh bien, notre but, c'est de vous accompagner à les réaliser, que ce soit pour mieux développer, pour mieux protéger, à terme transmettre un patrimoine. On va voir les successions aujourd'hui, on est en plein dans le sujet. Et donc, nous faisons ça en ayant une présence nationale, puisque nous avons des bureaux qui se répartissent un petit peu partout dans le pays. La carte n'est d'ailleurs plus à jour. Il y a quelques bureaux qui se sont rajoutés parce que nous avons encore fait certaines acquisitions récemment, plus ou moins 450 collaborateurs, à peu près 27 bureaux, un siège social à Louvain-la-Neuve pour la partie francophone et à Gand pour la partie néerlandophone. Et nous sommes, d'après les chiffres récents, plus ou moins le premier réseau de courtage en Belgique pour les particuliers et les PME. Alors, notre métier, il se situe entre la complémentarité de deux approches. Tout d'abord, une approche de conseil qui va permettre de manière globale d'aider nos clients à réaliser leurs objectifs et à mieux développer, protéger, transmettre. Et à côté de ça, une activité de courtage par laquelle nous sommes courtiers en assurance, en crédit hypothécaire, en placement et éventuellement même en immobilier pour des clients qui chercheraient des cibles d'investissement intéressantes. Voilà pour ce qui est de WeLink. Nous avons la grande chance ce soir, et il me revient l'honneur de présenter Sabrina Scarna. Pour celles et ceux, comme je dis toujours, qui ne la connaîtraient pas encore, parce qu'on la voit récemment dans les médias, que ce soit la télévision, dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'elle est une grande spécialiste de la fiscalité en général, mais elle a des fonctions et des titres bien plus larges que cela, puisqu'elle est associée du cabinet d'avocats Tetralo, qui est une adresse bien connue de l'avenue Louise à Bruxelles, avec un cabinet pluridisciplinaire, mais surtout axé vers la fiscalité, le corporate, le droit social et des matières connexes. Hein. La spécialisation de Sabrina, c'est le droit fiscal au départ, mais qui peut aller très vite vers le droit pénal. Hein, les deux peuvent être malheureusement liés, financiers. Hein. Elle a différentes charges d'enseignement également, que ce soit au master en gestion fiscale de la Solvay Brussels Schools of Economics and Management, pour donner tout le nom, mais également à l'UC Louvain, à l'ULiège, à l'ULB. Donc, on retrouve évidemment Maître Scarna un petit peu partout. Et c'est évidemment pour notre plus grand plaisir et surtout notre plus grand intérêt, parce que c'est un interlocuteur majeur de ces matières. Alors, elle a également réalisé de nombreuses publications, mais l'exercice dans lequel elle excelle
pour moi, le mieux, c'est vraiment ce direct, ce dialogue, cette interview que nous allons mener par rapport au sujet du jour, puisque c'est un sujet qui, évidemment, est très vaste. Sabrina, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Gilles, merci beaucoup pour ton accueil, puisque nous avons la chance d'être ici dans la magnifique salle de réunion des bureaux de THG à Lannes. Et donc, nous allons passer à peu près 1 heure ensemble pour parler de ces différents sujets. Alors, en pratique, je l'ai dit, vos micros sont coupés. N'hésitez pas à poser des questions. Nous y répondrons par bloc à la fin de l'exposé, puisque la technologie est magnifique. Et nous pouvons faire ce webinaire en toute sécurité, mais il est compliqué, évidemment, de le faire de manière bilatérale. Donc, j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop à ce sujet-là. Alors, la matière des successions, je vais me permettre de faire une petite introduction avant de passer la parole à notre spécialiste. L'idée, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions. Il y en a déjà 2 qui sont des matières extrêmement simples et auxquelles on doit pouvoir, à un certain moment de sa vie, ou plutôt que prévu malheureusement dans certains cas, pouvoir répondre de manière relativement simple. Qui hérite de quoi ? Le jour où il va m'arriver quelque chose. Et Maître Scarnin nous expliquera que ça, c'est une matière civile, c'est une matière fédérale. Et la deuxième question, c'est de savoir qui doit payer combien de droits de succession. Là, nous sommes en Belgique, nous valsons directement dans des domaines régionaux, puisque la fiscalité des successions est une matière qui est régionalisée depuis de très nombreuses années et qui change beaucoup. Oui. Alors, qui hérite de quoi? Qui doit payer combien de droits de succession? On peut en parler par rapport à une protection entre conjoints, avant de vouloir transmettre un patrimoine à des enfants, à des héritiers collatéraux ou autres. Il y a cette notion de protection entre conjoints qui est importante. Nous verrons aujourd'hui comment on peut aller vers cette volonté de protection. Vous verrez que la boîte à outils de la personne qui veut mettre un petit peu à jour cette planification est assez courte, mais touffue, et nous verrons que ce n'est pas si compliqué que ça, et surtout grâce aux explications de Maître Scarna. Le droit civil, vous l'entendrez, il a aussi évolué, il a changé depuis 2018. Nous étions dans une époque qui datait encore essentiellement de Napoléon. Exactement. Voilà, les habitudes de vie ont quand même légèrement changé depuis. Donc, il était grand temps de mettre certaines choses à jour. Maître Scarna nous expliquera comment et pourquoi. Alors, je ne peux résister à l'envie de lui passer la parole pour expliquer un petit peu qui aujourd'hui est l'ennemi, si je peux dire, avec toute une série de tableaux un peu rébarbatifs, mais qui sont extrêmement éclairants, bien entendu. Chère Sabrina, c'est à toi. Merci Gilles. Ça c'est pratique pour moi, au cas où. Les droits de succession, comme Gilles vient de vous l'expliquer, effectivement, il y a tout l'aspect civil. Et c'est vrai qu'on a connu une grande réforme il y a maintenant 3 ans, en 2018. On va la voir tout de suite. Et en matière fiscale, par contre, on peut dire qu'on ne connaît pas beaucoup de réformes. Pourquoi? Je m'explique. C'est vrai qu'on a connu la régionalisation. Donc, ce sont les 3 régions qui vont à chaque fois prendre des règles qui parfois se ressemblent, parfois sont différentes. Quelle région est compétente? C'est celle du domicile du défunt, donc on parle de succession, à la condition qu'on ait été domicilié dans cette région durant la majorité du temps, durant les 5 dernières années. Donc, faire très attention en Belgique quand on déménage, parce qu'on est peut-être aujourd'hui à Lannes et demain on a trouvé une maison pas très loin à Rhodes-Saint-Genèse, on pense basculer vers le régime flamand. Pas tout à fait. Si on décède dans l'année, on est toujours un résident fiscal wallon. Et c'est important parce que vous allez le voir, les droits de succession, la chose qui est commune, c'est que ce sont des taux progressifs par tranche. Et là où je regrette que ça n'ait pas beaucoup évolué, c'est qu'en fait, les tranches n'ont pas beaucoup changé depuis environ 100 ans. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que quelqu'un qui avait 10 millions de francs belges dans les années 20, dans le XXe siècle, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a 250 000 euros en 2021, mais ça n'a pas changé malheureusement. Alors, les 3 régions prévoient des taux qui sont progressifs par tranche et différents selon la personne qui va hériter. Et selon la région et selon la personne qui hérite, on verra que parfois on paye sur sa seule part et parfois malheureusement c'est globalisé, ce qui font que les droits de succession, ne les cherchez pas, c'est l'impôt sur la fortune aujourd'hui. On parle toujours d'impôt sur la fortune, on en a peur, mais ils sont là. Regardez, je prends en région wallonne et en région bruxelloise, quand vous êtes en ligne directe, donc votre conjoint,
votre cohabitant légal, vos enfants, vos petits-enfants, eh bien, vous allez payer 30% par part au-delà de 500 000 euros. J'ai 1,5 million dans mon patrimoine au moment de mon décès. J'ai 3 enfants. Ils héritent chacun de 500 000 euros. Ils ne vont pas toucher aux 30%. En Flandre, le taux est plus bas, le taux marginal est plus bas, il est de 27%. Il s'applique, lui, à partir de 250 000 euros. Donc, on a divisé par 2. Mais faites aussi attention qu'en Flandre, c'est un élément important, on divise aussi par 2 quoi? Le patrimoine. D'une part, le patrimoine immobilier, d'autre part, le patrimoine mobilier. Donc, vous recommencez 2 fois à zéro, ce qui n'est pas plus mal. Mais vous voyez qu'on se limite à 250 000 euros. Donc, finalement, l'un dans l'autre, les régions ne sont pas, il n'y en a pas une qui est vraiment plus favorable que l'autre. Au niveau des droits applicables entre frères et sœurs, parce que si je n'ai pas d'enfants, si je n'ai plus de parents, ben, ce sont mes frères et sœurs qui hériteraient. Eh bien, regardez, on est en Flandre à 55%, au-delà de 75 000 euros. Donc, dès que votre frère touche 70, tout ce qui touche au-dessous de 75 000 euros, eh bien, c'est 55%. En Wallonie et à Bruxelles, c'est encore un peu plus cher, c'est 65% au-delà de 175 000 euros, par exemple, en région wallonne. Quand on est entre oncle, tante, neveu et nièce, ça c'est encore plus cher. La Flandre, elle a un taux pour tout le monde. Dès qu'on est entre autres personnes, c'est un taux qui arrive tout de suite. En Wallonie et à Bruxelles, on fait encore cette distinction. Mais vous voyez, on est à 70%. En Wallonie, ouf, sur la part nette. Donc, si j'ai 2 neveux et nièces, chacun héritant de 200 000 euros, ben, sur les 25 000 euros de plus, ils vont payer 70% chacun. Par contre, à Bruxelles, on va considérer qu'on a des droits sur 400 000 euros en tout. On globalise, ce qui fait que les taux sont très vite prohibitifs. C'est pareil en Flandre pour toutes les personnes qui sont donc, le dernier taux différencié, c'est les frères et sœurs. Et on voit qu'en région wallonne, on est à 80% au-delà de 75 000 euros. Il y a eu une époque, c'était il y a quasiment 20 ans, où la Wallonie a décidé de mettre le taux à 90%. La Cour constitutionnelle l'a abrogé en disant que 90% c'était confiscatoire. Apparemment, 80, ça ne l'est pas. Donc, effectivement, on voit que lorsqu'on a des taux pareils, eh bien, on est vite en droit de succession. J'ai reçu un jour un client. Il avait un patrimoine immobilier, donc on n'était pas du tout liquide, on était très immobilier, mais il y avait peu de choses, on était sur même pas 500 000 euros en tout. Eh bien, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de conjoint, il avait une sœur et 2 neveux. Nous avions calculé que si sa sœur héritait, on était aux alentours de 56% de taux moyen. Et si sa sœur n'héritait pas, puisqu'elle était aussi décédée, que c'était ses neveux et nièces, eh bien, on était à 65% de taux moyen, ce qui veut donc dire effectivement qu'il fallait vendre les biens. Et c'est pour ça qu'on a trouvé des solutions, bien évidemment. Alors, merci pour cette entrée en matière, évidemment, qui pose le débat, puisque on voit que dans beaucoup de cas, les taux moyens auxquels une succession va être soumise sont importants. Il y a, à côté de ça, les règles civiles qu'il est aussi important de préciser. Et on peut peut-être commencer par un cas qui n'est peut-être plus le cas standard, on va dire, puisque aujourd'hui, être un couple marié avec enfant est-il encore le type de famille moyen ou standard? Je ne me prononcerai pas, mais nous savons tous que la mode est plutôt aujourd'hui aux familles recomposées ou au remariage, et pourquoi pas, c'est très bien, c'est une belle application de cette évolution entre Napoléon et le XXIe siècle. Comment est-ce que cela marche, que l'on soit marié en séparation de biens, en communauté, le principe général qui sous-tend ça entre conjoints et par rapport aux enfants, comment ça marche? Alors, ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, le Code civil s'est adapté et il est parti de ce postulat qu'effectivement, on allait avoir des familles recomposées. Donc, on est vraiment à ça aujourd'hui. Alors, quand on est marié, 2 régimes classiques qu'on connaît, les plus usuels, j'ai envie de dire. Le régime légal, donc c'est la communauté réduite aux acquêts. Donc, tout ce qui était à moi avant mon mariage reste un bien propre. Et tout ce que je vais recevoir durant mon mariage par succession ou par donation reste un bien propre. Pour le surplus, tout ce qu'on va acquérir, eh bien, sera commun, mes revenus professionnels, mes revenus immobiliers, etc. Donc ça, c'est un peu l'idée de départ. Si je décède, mon mari, outre le fait qu'il est immensément triste, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va
garder son patrimoine propre qui est le sien, il va avoir l'usufruit sur tout mon patrimoine propre et la communauté, on va la scinder. Il y a sa partie à lui qui lui appartient, dont il n'hérite évidemment pas, c'est la sienne, et la mienne, mes héritiers vont en hériter, c'est-à-dire que mes enfants en deviendront nus propriétaires et mon conjoint en sera usufruitier. Et donc, même si on était en séparation de biens, donc ça c'est un autre régime qui peut être compensé par des participations ZAC aussi, donc il y a moyen de ne pas être en séparation de biens pur et simple, eh bien c'est pareil, le conjoint a de toute façon l'usufruit sur toute la succession, sauf disposition contraire par testament, bien sûr. Cette notion d'usufruit, je me pose la question, est-elle claire pour tout le monde? Si on parle d'un bien immobilier, c'est peut-être un peu plus simple, et si on parle d'un capital, d'un placement, tu peux peut-être nous rappeler ce que ça représente? Donc, en réalité, la propriété, vous voyez ça toujours comme une tarte. Hein. Moi, je discute toujours ça avec la tarte. Il y a le biscuit, il y a la crème, il y a les fruits. Eh bien, en tout, quand on a le tout, on a la pleine propriété, on peut tout manger. Quand on est usufruitier, on peut manger le fruit, on peut gratter la crème, mais on ne peut pas aller manger le biscuit. Ça veut dire quoi? Si on a une maison, eh bien, si on a un usufruit sur un bien immeuble, j'en aurai tous les loyers si elle est donnée en location. Si je l'habite, je pourrais continuer à l'habiter jusqu'à mon décès. Et si on a un patrimoine mobilier, ça veut dire que je pourrais bénéficier de tous les revenus de ce patrimoine, donc tous les fruits civils, tous les intérêts, les dividendes que générerait ce patrimoine mobilier. On peut aussi convertir cet usufruit, on n'est pas obligé nécessairement de rester en démembrement, en tout cas le conjoint peut le demander. Et nouveauté, quand on est en usufruit d'une propriété avec le nouveau conjoint, donc avec un beau-parent, là, les enfants peuvent exiger la conversion. Dans beaucoup de pays, en fait, quand on est avec un beau-parent, on scinde, on fait une grande séparation. Par exemple, le parent a un quart, le beau-parent a un quart en pleine propriété. Pas chez nous. En Belgique, on va maintenir l'usufruit, mais c'est vrai que de rester très longtemps en démembrement, surtout sur un patrimoine où on n'aura finalement que les intérêts et les dividendes, n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin. Et donc, on peut convertir. Et à ce propos-là, juste si je peux me permettre, faire très attention parce que le droit fiscal établit ce que vaut un usufruit. Donc le code des successions va dire très bien, l'épouse a 50 ans, est-ce qu'elle a au moins 20 ans de plus que l'aîné des enfants? Parce que si on est avec un bel enfant, ben, l'idée c'était de se protéger de, pardon messieurs, de l'image qu'on a tous de l'homme de 70 ans qui tombe sur une petite jeune et à la limite plus jeune que ses propres enfants. Pour le code, on va toujours donner 20 ans de plus, donc ça c'est une protection par rapport aux beaux enfants, et on va déterminer une valeur qui est fixée par le code fiscal. Valeur qui parfois peut être plus élevée que la valeur civile. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment attirer l'attention. Faites attention si vous voulez protéger votre conjoint, qu'il pourrait payer des droits de succession sur une valeur de l'usufruit qui est supérieure à ce à quoi il aurait droit au niveau civil. Et ça, on peut protéger comment? En faisant un testament, en prévoyant que l'usufruit sera calculé d'une autre manière, en sanctionnant éventuellement, en attribuant une quotité disponible. Donc, il y a moyen de faire des choses. Retenez ça, mais faire très attention quand on veut protéger le conjoint survivant. Très important, évidemment, cette notion de protection, surtout que, je me permets de rebondir, l'usufruit sur un bien immobilier, c'est clair, je pense que tout le monde a compris, c'est relativement simple à visualiser. Par contre, l'usufruit sur une somme d'argent, on parle d'intérêt, on parle de dividendes, on parle d'éventuelles plus-values. Vivre d'un usufruit aujourd'hui dans les marchés qu'on connaît n'est peut-être pas si sécurisant que cela. Hein, et donc impose de réfléchir un peu plus en termes de pérennité de pouvoir d'achat ou de confort financier, qui fait que dans certains cas un usufruit ne sera peut-être pas suffisant pour protéger un conjoint. On a des armes que pour concrétiser ce genre de protection. Tout à fait. On peut, par exemple, parce qu'on va aussi vouloir éviter les droits de succession, donc imaginer une planification par une donation. Je pourrais très bien décider de donner à mon enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, rares sont les donations uniquement avec réserve d'usufruit. La réserve d'usufruit, ça permet au donateur, donc au père, par exemple, ou à la mère, de garder le revenu, de garder la gestion, c'est important. Mais comme tu le dis, les marchés ne sont pas nécessairement des plus importants, ou souvent n'étant plus-value plutôt qu'en fruits. Et donc, pour pallier
pallier à ça, on va prévoir en outre une rente viagère. Et donc, cette rente viagère peut être retournée sur la tête du conjoint survivant. Donc, il y a vraiment moyen assez simplement d'aménager si on reste sur un portefeuille, par exemple. Voilà, on verra également dans quelques instants que dans le contrat de mariage, par exemple, si on est marié en communauté, on peut aussi mettre une géométrie relativement variable en fonction des besoins du survivant, Tout à fait. en fonction des jours et des moments auxquels le premier décès survient. Très bien. Ça, c'était le cas classique. Maintenant, on sait, on a tous en tête plus ou moins l'idée que en Belgique, on ne peut pas déshériter certains héritiers. On parle de réserve, de quotité disponible, tu as cité le terme. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires-là, très chère Sabrina? Alors ça vient vraiment de Napoléon. L'idée, c'était effectivement la transmission du patrimoine immobilier. Il faut bien se remettre au 19e siècle. Il faut protéger la transmission des immeubles de famille en famille, de génération en génération. Et pour permettre ça, pour être sûr qu'on arrive à ça, on obligeait les parents à transmettre à leurs enfants. Et donc, comment on faisait ça? On disait, écoutez, durant votre vivant et à votre décès, vous pouvez disposer de vos biens, hein, faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous êtes plein propriétaire, vous pouvez manger le gâteau, mais attention, quand vous le faites, quand vous disposez de vos biens de manière gratuite, que ce soit donc par donation de votre vivant ou par testament, vous devrez toujours faire en sorte qu'il y ait une somme de vos avoirs globalisée, donc que vous avez donné et que vous léguez ou qui demeure à votre décès, qui reviennent à vos enfants. C'est ce qu'on appelle la réserve. Et donc, vous ne pouvez pas déshériter votre enfant, vous ne pouvez pas faire un testament, vous dites je donne 100% de mes biens à la Croix-Rouge, je n'ai plus vu mes enfants depuis 30 ans, bande d'ingrats, ils n'auront rien. Vous pouvez l'écrire, ça ne marchera pas, les enfants ont droit à ce qu'on appelle la réserve. Alors cette réserve a tout à fait évolué, elle était de 1/4 quand on avait 3 enfants ou plus, elle était de la moitié quand on n'avait qu'un seul enfant, d'un tiers quand on avait 2 enfants. Aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. C'est ce qui est une grande réforme hein, quand il y a eu lieu en 2010, qui est entrée en vigueur en 2018. Quel que soit le nombre d'enfants, les enfants auront droit à la moitié du patrimoine. Tout si vous ne prévoyez rien, hein, ça leur reviendra, ce sont vos héritiers. Mais si vous voulez être généreux de votre vivant vis-à-vis d'autres, notamment le conjoint ou des œuvres ou que sais-je, eh bien vos enfants devront au moins être garantis sur la moitié de vos avoirs. Et donc ça veut dire que si vous avez un enfant, sa situation n'a pas changé, il avait au moins droit à 50%, il aura toujours ses 50%. Par contre, si vous avez 4 enfants, il se serait partagé 75% à 4. Aujourd'hui, techniquement, il pourrait ne se partager que 50% à 4 et donc avoir 12,5 ou 17 s'ils sont 3. Donc effectivement, on voit qu'on a laissé une marge de manœuvre beaucoup plus importante, mais finalement, on est parti de l'idée parce que on est resté quand même beaucoup avec 2 enfants. Donc, de mon premier mariage et 2 enfants, et imaginez que j'ai une épouse ou un époux qui a aussi 2 enfants que j'ai élevés ou qu'on a eu ensemble, peu importe. Mais là, ce seraient mes enfants aussi, donc c'est bien 16 enfants à elle. Mais finalement, j'ai envie de donner aux 4. J'ai 50 pour les miens et 50 que je pourrais utiliser pour les siens. Et voilà un peu l'idée. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Sachez, parce que tu disais que c'était fédéral le droit civil, ça l'est toujours, mais il y a eu de grandes discussions entre le Nord et le Sud. On a vraiment des philosophies différentes où la Flandre voulait garder absolument une réserve et la Wallonie pas, par exemple. Donc on était tout à fait en Wallonie beaucoup plus ouvert à l'idée qu'il n'y avait pas d'obligation d'être sûr que les enfants touchent quelque chose à la fin. Donc une véritable envie de pouvoir jouir tout à fait de son patrimoine, en tout cas de pouvoir en disposer totalement librement. Et donc, le compromis, on a une réserve de 50%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et par rapport au conjoint, ça, on a maintenu. Votre conjoint, techniquement, n'est pas en soi un héritier, mais il est, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous décédez, qu'on n'a rien prévu, il a l'usufruit sur tout le patrimoine propre et sur la partie de son conjoint dans la communauté. On pourrait le réduire par testament. Jusqu'où? Eh bien, le conjoint doit avoir au moins c'est une réserve de la moitié en usufruit, donc c'est une réserve en usufruit sur la moitié du patrimoine, c'est ce qu'on appelle la réserve abstraite. Et en plus, il doit être sûr d'avoir l'usufruit sur
la maison d'habitation. Et si votre maison d'habitation, c'est plus que la moitié de votre patrimoine, il aura l'usufruit sur cette maison d'habitation. En tout cas, quand c'est le parent de vos enfants, parce qu'il faut aussi savoir que un certain député qui s'appelait Monsieur Balkeniers avait donc lui souffert donc d'un divorce et était donc épris d'une autre personne et voulait absolument l'épouser. Le problème, c'est que s'il l'épousait, eh ben, cette personne allait avoir ce fameux usufruit dont je viens de parler. Il aurait pu limiter ça à la moitié, mais pas. Et il voulait surtout pas mettre en défaut ses enfants à qui il voulait que tout le patrimoine aille à son décès. Et donc, on s'est dit, c'est quand même dommage que parce que les règles de droit civil vont s'appliquer et que ce conjoint aura cette réserve, moi je ne puisse pas me remarier alors que techniquement j'ai envie de faire une fête et d'avoir une bague, mais pas les conséquences patrimoniales. Si on changeait la loi, pourquoi pas? Et on a changé la loi et donc quand on a déjà des enfants d'un premier lit, on peut alors là, et c'est vraiment un cas important dans le code civil de dérogation au fait qu'on ne puisse pas faire des pactes sur succession future, sous les nouveaux pactes successoraux, etc. C'est de dire, écoute mon chéri, je t'aime tellement et c'est pas pour ton argent que je t'épouse. Et donc je signe une convention je signe un contrat de mariage par lequel je renonce à tout ou partie de mon usufruit. Donc on peut renoncer en cas de remariage à son usufruit. L'un peut le faire, l'autre pas, donc il n'y a pas d'obligation de réciprocité. Et le nouveau régime des contrats de mariage a encore été plus loin parce qu'on pouvait renoncer à tout usufruit en tant que nouveau marié, sauf l'usufruit sur la maison d'habitation. Et bien même ça, on peut y renoncer maintenant. Et donc en fait, ben voilà, c'était une bonne chose pour le secteur de l'événementiel de permettre à des gens de se marier que pour l'amour et plus aucune conséquence patrimoniale. Et puis le Covid est passé par là, en espérant que le jour où on pourra tous revivre normalement, plein de gens auront envie de se marier, mais peut-être que tout le monde ne sera pas content de savoir qu'en fait, l'autre lui impose de renoncer à tout usufruit. Voilà. C'est vrai que certaines fêtes nous manquent pour le moment, mais bon, comme quoi vous voyez, le droit peut mener à beaucoup de choses. Hein. Donc, nous avons vu les taux des droits de succession, on a vu les principes entre conjoints, on a vu les réserves. On ne va pas rentrer trop dans le détail, évidemment, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de dispositions qui sont là et qui, dans certains cas, sont très protectrices, hein, notamment vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des beaux-enfants, etc. etc. Entre conjoints, quand on est marié, est-ce que rien ne change? Est-ce que tout est immuable ou au contraire, faut-il à un certain moment se poser la question de savoir si le contrat de mariage est à jour? Hein. Y a-t-il peut-être, hein, j'ai introduit un peu la suite, moyen, par exemple, quand on est en communauté de biens, de rajouter certaines choses qui vont donner plus de flexibilité. Quand on est en séparation, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de communauté là-dedans? Quels sont un petit peu les trucs et astuces pour la planification successorale des nuls dans leur contrat de mariage de nos jours, Sabrina? Alors effectivement, le contrat de mariage, en fait, c'est le premier pas vers la planification. Mais souvent, on fait son contrat de mariage quand on se marie et ce n'est pas vraiment l'époque à laquelle on pense à ça. Donc c'est vrai qu'il y a peu de dossiers de planification où on ne chipote pas d'abord au contrat de mariage parce qu'on peut régler toute une série de choses par le contrat de mariage. La grande mode aujourd'hui dans le contrat de mariage, c'est de prévoir par exemple un open bar au conjoint survivant. Je choisirai ceci, je choisirai plutôt cela, je vais prendre plutôt ceci en pleine propriété. Donc vraiment laisser beaucoup de choses ouvertes pour en fait c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire, puisque nous ne savons pas, malheureusement, quand on va décéder, il faut prévoir une planification qui pourrait être parfaite si ça arrive demain, mais encore parfaite si ça arrive 20 ans plus tard. Et donc, la flexibilité est quelque chose pour moi d'hyper important et on la commence généralement évidemment par le contrat de mariage. Alors il va de soi que je vous donne un exemple idiot. Vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est avant le mariage est propre. Je ne dis pas qu'il salisse, je veux dire c'est un bien de votre patrimoine propre. Mais vous voulez que votre conjoint ait la moitié. Eh bien, vous pourriez simplement apporter l'immeuble dans une communauté d'acquêts. Cet apport dans une communauté d'acquêts ne suscite pas de droit d'enregistrement. Donc on oublie les 12,5 qu'on connaît, on va payer 50 € de droit fixe. Et vous avez rendu un bien commun sans rien faire d'autre. Et par la suite, vous pourrez donner aux enfants à vous deux. Alors, il y a des mesures anti-abus, je ne rentre pas dans le détail, mais imaginez qu'effectivement, vous vouliez que votre conjoint soit
à moitié propriétaire de la maison qui est votre maison d'habitation que vous aviez déjà avant, eh bien, vous la mettez en communauté et vous pourriez même prévoir dans le contrat que le conjoint peut reprendre en pleine propriété votre partie si vous prédécidez. Donc, il y a vraiment un bête exemple d'un outil qu'on utilise et qui ne génère aucun frottement fiscal, par exemple. Voilà. Ça permet par exemple de rééquilibrer les patrimoines différents entre conjoints en séparation de biens, avec en plus ces élastiques qui permettent d'éventuellement retirer sur ce qu'on amènerait à son conjoint dans l'hypothèse où il décéderait le premier. C'est magnifique, on peut faire plein de choses. Mais encore faut-il avoir les bons réflexes. Je me permets de rebondir également sur cette notion de pérennité financière. Moi, je suis un peu plus là dans la finance, on va dire. L'aspect juridique, c'est évidemment toi qui le maîtrise. C'est vrai qu'on entend souvent beaucoup de conseillers parler de planification verticale entre parents et enfants, en disant qu'il faut donner, comme ça on paiera moins de droits de succession, c'est très bien. Mais il y a aussi ce besoin de protection et de sécurisation de la pérennité financière d'un conjoint. Et là, je pense qu'il est fort important de pouvoir identifier ces besoins. Et qu'un décès survienne peu de temps après l'âge de la pension ou après 90 ans, les circonstances évidemment seront différentes. Mais donc l'idée, financièrement parlant, c'est surtout d'identifier les besoins actuels et futurs, et tant mieux évidemment si le contrat de mariage permet de s'y adapter avec toute la flexibilité voulue. Ça, c'est un point très important que tu pointes ici, Gilles, c'est qu'il ne faut surtout pas réfléchir en fiscalité. La fiscalité arrive toujours après. Il faut toujours réfléchir au niveau économique et civil. Donc, c'est de se dire, et donc, il n'y a pas une formule type. L'autre jour, j'ai reçu un couple charmant qui ont 2 enfants. Un enfant qui, malheureusement, est sous administration provisoire parce qu'il a des difficultés d'ordre mental. On a un patrimoine très déséquilibré entre les époux. On a un patrimoine plutôt immobilier, très peu de liquide. Et donc, comme tu dis, on a réfléchi à la fois au niveau vertical, mais surtout au niveau horizontal. Et donc, par exemple, sur tout ce qui est portefeuille immobilier, on veut s'assurer que quel que soit le conjoint qui décéderait en premier, le 100% revienne au conjoint survivant. Et que ça n'arrive que ce qu'il resterait, s'il reste quelque chose, qu'en tout cas le conjoint survivant puisse en bénéficier à 100%, parce que l'usufruit sur la moitié ne sera pas suffisante que pour subvenir à ses besoins, eh bien ça, on va prévoir par exemple une clause d'accroissement entre les époux s'ils sont en séparation de biens, pour justement dire, bien, peu importe le premier d'entre nous qui meurt, il aura ma moitié. Et comme on le fait tous les deux, toi comme moi, on se le donne parce que l'autre nous le donne, c'est considéré comme étant un titre onéreux, ça ne génère de nouveau pas de frottement fiscal. Et donc là, on va protéger le portefeuille qui sera à 100%, et par contre sur l'immobilier qui est voué à rester et qui génère un revenu, eh bien là on pourra faire une donation avec réserve d'usufruit. Le parent qui est un bien propre se réserve l'usufruit et cet usufruit sera reporté sur la tête de son conjoint. C'est aussi le nouveau code civil qui le prévoit. Voilà, donc il n'y a pas de solution au cas par cas. Il y a d'abord des situations, il faut répondre aux besoins spécifiques et on peut le faire très simplement. Il ne faut pas chercher des trucs compliqués. Une bonne planification, c'est celle qui est la plus simple, qui est la plus près des besoins, qui répond le mieux et le plus facilement aux besoins et qu'on comprend et qu'on appréhende. Mais ça passait par une modification du contrat de mariage. Voilà. Très bien. Tout ça se fait toujours devant notaire alors? Ah, les modifications de contrat de mariage, c'est nécessairement devant un notaire, effectivement. Beaucoup d'actes, évidemment, doivent passer par nos amis les notaires, qui rédigent eux-mêmes ou qui se font aider bien souvent et de plus en plus souvent par des spécialistes qui rédigent de manière très, très précise. C'est une conjonction importante parce qu'on a besoin d'eux, évidemment. Mais l'aspect financier doit, comme tu l'as très bien dit, être vraiment mis en avant, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Tu le vois dans ta pratique, nous le voyons très souvent dans la nôtre aussi. Alors, on a parlé des droits de succession tout à l'heure, on les a vus. Il y a quand même quelques éclaircies, il y a quand même un petit peu de ciel bleu dans ce ciel un peu gris ou noir. C'est ce qui concerne le logement familial. Et là, il y a peut-être des bons petits réflexes à donner à nos auditeurs, puisque là, on n'a pas toujours l'idée de se mettre dans une configuration optimale pour ne pas payer de droits de succession sur la maison d'habitation. Comment peut-on faire ? Alors, il faut savoir
qu'aujourd'hui, parce que ça n'est pas le droit fiscal régionalisé, c'est super, mais ça implique que, a priori, Alzheimer est loin, parce qu'une bonne gymnastique intellectuelle, puisqu'il faut toujours s'adapter aux changements pour que, in fine, les 3 régions finissent quand même souvent par s'accorder. Dans les 3 régions, on a une exemption totale de droit de succession sur la part recueillie par le conjoint. Donc, si je suis propriétaire à moitié avec mon conjoint de notre maison et que je décède, eh bien, si je n'ai rien prévu, mon conjoint a sa moitié à lui, mais sur ma moitié à moi, il va recueillir l'usufruit. Sur cet usufruit, il ne paye pas de droit de succession. Mais mes enfants héritent bien la nue de propriété et vont payer des droits de succession. Alors, en Wallonie et à Bruxelles, pas en Flandre, on peut avoir une réduction dans le chef des enfants, donc sur le logement familial. C'est des taux moins élevés que ceux qu'on a vus tout à l'heure, mais ça ne va que jusqu'à 250 000 €. Et en région wallonne, il faut que ce soit la personne y ait habité pendant 5 ans avant son décès. Donc finalement, c'est pas toujours si évident que ça. Mais par contre, ce qui peut être très intelligent, c'est faire bêtement un testament par lequel on lègue l'usufruit ou la pleine propriété au choix du conjoint survivant au conjoint survivant. Alors, pourquoi au choix? Parce que vous dites, ben, autant qu'elle ait la pleine propriété, comme ça, il n'y a pas un franc qui est payé, pas un euro d'ailleurs à ce stade-ci, pas un euro qui est payé au premier décès. Oui, mais n'oubliez pas que si on a des enfants, on va arriver au 2e décès. Et donc, ce qu'il faut toujours calculer, c'est le coût sur les 2 décès. Et selon l'âge qu'on a et si la personne est très âgée et qu'elle n'entend pas vendre derrière le bien, finalement, on va faire un 100% au 2e décès. Donc, c'est pas nécessairement dit qu'il faille prendre la pleine propriété, mais c'est pour ça qu'il faut se laisser de la flexibilité, laisser le choix et effectivement, au moment du décès, se prononcer pour dire je prends ou non la pleine propriété, ce qui permet en fait de maximaliser ou de minimiser plutôt l'impact successoral. Donc, on peut le faire par contrat de mariage, on peut surtout le faire aujourd'hui par testament, c'est encore plus flexible puisque tout ce qui est repris dans un contrat de mariage est effectivement, pour le changer, c'est ce que Gilles nous disait, il faut passer chez le notaire, un testament, chaque fois qu'on en fait un nouveau, l'autre est supprimé, si on le fait bien. Donc, on a déjà vu certains outils de cette fameuse boîte qu'on peut utiliser. On a parlé de contrat de mariage. On va voir qu'il en existe d'autres. On va parler de donation. On a déjà un peu parlé de testament. Le contrat d'assurance vie peut être un véhicule, un support intéressant pour faire certaines planifications également. Tu nous en parleras. Certaines autres structures plus spécifiques peuvent s'avérer intéressantes. Par exemple, quand on est dans le cas d'héritiers ou d'enfants qui n'ont peut-être pas les moyens ou les capacités de gérer un patrimoine plus ou moins important, où là, on peut protéger certaines choses. Si nous commencions, si tu m'aides un petit peu, chère Karine, à pouvoir passer au slide suivant. Voilà, merci. Contrat de mariage, je crois qu'on l'a déjà vu. Vu oui. Là, on en a déjà parlé. Mais parlons un peu plus, si tu veux bien, des donations, qu'elles soient mobilières ou qu'elles soient immobilières. C'est quoi? Alors la donation, c'est un contrat, donc c'est très important de savoir que c'est un contrat bilatéral. Il y a quelqu'un qui s'engage à se dépouiller et il y a quelqu'un qui accepte. Et c'est important, c'est un contrat bilatéral, mais dont les effets sont unilatéraux, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qui s'oblige, celui qui se dépouille. Alors l'idée de la donation, c'est quoi? Mais en fait, en droit de succession, techniquement, on paye l'impôt sur ce qui est recueilli dans le patrimoine au moment du décès. Et donc, techniquement, on fait une photo. Tout ce qui appartient au défunt va rentrer dans sa succession, mais tout ce qui ne lui appartient plus ne rentre pas dans la succession. Et donc, évidemment, si on a des avoirs dont on se dit finalement, je ne dois pas les garder nécessairement ou juste garder l'usufruit, on va donner au préalable, ce qui permet d'éviter les droits de succession. Donc, c'est assez simple en réalité. Alors, puisque c'est simple, quand c'est trop simple, il y a des pièges, évidemment, et donc il y a des lois, des fictions fiscales qui vont permettre de rattraper certaines donations. La donation immobilière, vous pouvez la faire en pleine propriété, vous pouvez la faire avec réserve d'usufruit, j'en ai parlé, mais comme c'est un immobilier, vous serez toujours obligé d'aller devant un notaire. Tout acte concernant un immeuble est notarié et donc vous serez obligatoirement soumis au droit d'enregistrement.
La forme mobilière, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un acte notarié. Si je veux donner à Gilles 10 000 €, je peux aller à la banque prendre 10 000 € et les lui donner. Et je peux aussi faire un simple transfert bancaire. Donc, je n'ai pas besoin, pour réaliser ma donation, d'avoir un acte notarié. Dans ces cas-là, quand ce n'est pas notarié, ce n'est pas obligatoirement enregistrable et donc on ne paye pas les taux. Alors, les taux en donation mobilière, ils sont hyper pas cher, puisqu'on est à 3% en ligne directe en Flandre et à Bruxelles. On est à 3,3 en ligne directe en Wallonie, donc c'est un tout petit peu plus cher. Mais la Wallonie est sympa, puisqu'on est à 5,5 quand on n'est pas en ligne directe, tandis que dans les autres, on est à 7%. Donc je donne à mon neveu, c'est 5,5 en Wallonie. Je donne à mon neveu, ou à toi, Gilles, c'est 7%. Alors, pour les immeubles, c'est pas pareil, parce que, évidemment, pourquoi est-ce qu'on a créé ces taux distincts? Parce que pour toutes ces donations qu'on appelait manuelles dans le temps, hein, donc ces fameuses traditions de le tableau, les titres porteurs, hein, je vous parle d'un temps qui n'existe plus, les pièces d'or, mais même le transfert, le simple transfert bancaire, c'est assez facile à faire. Et il y a une fiction dans le code, tous les codes fiscaux qui disent que si le décès intervient dans les 3 ans, patatras, on va considérer qu'en fait vous avez fait ça uniquement pour éviter les droits de succession, et donc la loi prévoit qu'effectivement ça revient dans la succession. Donc je fais ma donation en 2018, malheureusement je meurs en 2020, patatras, ceux qui ont reçu paieront les droits de succession. Faites attention. La Wallonie n'arrête pas le progrès, puisque ces 3 ans wallons vont devenir 5 ans. Les 5 ans, je ne parle que de la Wallonie, ça ne s'applique pas à Bruxelles à ce stade-ci, ni en Flandre. C'est assez paradoxal, parce que la première qui a voulu allonger le délai de 3 ans, c'était la Flandre. Elle voulait le porter à 4. Et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Parce qu'il y avait une technique fabuleuse qui existait jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'est que le tableau, les pièces d'or, vous pouvez les donner de la main à la main. De l'argent, un portefeuille titre, je peux faire un transfert bancaire. Mais par exemple, si je veux me réserver l'usufruit, on en revient, je veux me réserver l'usufruit, je ne sais pas faire ça dans mon transfert bancaire. Pour me réserver un usufruit qui est un droit réel, j'ai besoin d'un acte authentique. Qui dit acte authentique belge, disait le droit d'enregistrement. Le Belge a toujours plus d'une idée dans son sac et nous allions tous aux Pays-Bas ou en Suisse dans certains cantons. Les Pays-Bas coûtaient moins cher, étaient plus près. Pourquoi? Parce que le code civil vous dit que vous devez avoir un acte notarié. Vous avez un acte d'un notaire hollandais, c'est un notaire. Et le code civil, le code des impôts sur les revenus n'obligeait pas d'aller soumettre cet acte notarié étranger au droit d'enregistrement. Donc, c'était CQFD. Et aux Pays-Bas, vous ne deviez pas aller en France, hein, les amis, mais aux Pays-Bas, là-bas, on ne paye pas de droit d'enregistrement quand les 2 personnes qui passent l'acte ne sont pas des résidents hollandais. Donc, c'était du win-win. Et c'est devenu du lose-lose, puisque le législateur s'est dit, mais en fait, il suffit de mettre dans le code fiscal l'obligation d'aller enregistrer ces actes notariés étrangers et le tour est joué. Donc, ce qu'on appelait la casse-route, hein, parce que c'était aux Pays-Bas, ça a pris fin le 15 décembre de l'année dernière. C'était pas la solution miracle, hein. Si on faisait cet acte notarié et qu'on décédait dans les 3 ans, c'était que dalle, c'était fini, il fallait payer. Donc c'était une solution pour éviter l'enregistrement alors qu'on avait besoin d'un acte notarié. Celle-ci n'existe plus aujourd'hui, donc les seuls qui échappent encore à l'enregistrement obligatoire, c'est les dons manuels, c'est les transferts bancaires, les donations indirectes. Mais attention, si votre délai de 3 ans n'est pas acquis au 1er janvier 2022, date de l'entrée en vigueur du nouveau décret, il faudra encore rajouter 2 ans au compteur. Mais pas de panique, on peut toujours aller enregistrer pendant cette période-là. Donc si jamais quelqu'un a des soucis de santé ou a des problèmes, l'enregistrement est encore faisable. Et il y a même peut-être une chose qui ne se trouve pas dans les slides, mais à laquelle on peut recourir de manière assez intéressante aussi, c'est plutôt que d'enregistrer certaines donations, par exemple mobilières, puisque les donations immobilières doivent d'office donner lieu au paiement de droits de donation, mais on peut assurer les droits de succession sous risque. C'est-à-dire que si quelqu'un a éventuellement un problème de survivre 3 ou bientôt 5 ans pour que la donation soit complète et que plus aucun droit de succession ne soit dû,
on n'est pas obligé d'enregistrer, mais il faut tenir 3 voire bientôt 5 ans. Mais on peut également couvrir via la souscription d'une assurance décès les droits de succession qui seraient dus si on n'avait pas enregistré la donation. Et c'est vrai que le coût de cette assurance décès, pour autant qu'on ne soit pas trop âgé et surtout qu'on soit assurable, c'est-à-dire que l'état de santé permet de le faire, bien souvent représente un coût bien moindre que les droits de donation qu'on aurait peut-être été tenté de payer. Donc c'est un recours auquel c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement parce que le coût est largement plus intéressant. Nous avons accès, nous sommes quand même courtiers chez Ulink, à des tarifications, à des compagnies d'assurance qui offrent des tarifs très intéressants et qui sont toujours moins cher, pour autant que la personne puisse être assurée au coût des droits de donation à payer. Et alors en matière immobilière, on peut aussi donner, on voit ici le tableau des taux, donc c'est un tableau qui est unique pour les 3 régions, regardez-le bien, c'est le seul. Et donc, effectivement, on voit que les taux de 0 à 150 000 €, on peut donner à 3 %. Donc, je reprends l'exemple de tantôt. Quand on s'est marié, mon mari a mis le bien en communauté. Donc, on avait un bien de 500 000 € par exemple. C'était à lui tout seul. Maintenant, on a tous les deux 250 000 €. On a 2 enfants. Eh bien, on va pouvoir donner chacun 125 000 € à chacun de nos enfants, puisque c'est par tête qu'on calcule les droits et par personne qui donne. Et donc, finalement, on pourrait donner un bien de 500 000 € à 3 %. En région wallonne, ce serait même moins cher que de donner 500 000 € enregistrés. C'est une chose à laquelle il faut penser et assez vite parce que évidemment, pour la partie immobilière, si vous recommencez le lendemain, donc en matière immobilière, c'est un taux distinct. Vous pouvez donner tous les jours à votre enfant quelque chose. Tiens, vous dites, j'ai oublié ça, je vais lui redonner. Ben, vous repayez 3,3 %. Tandis qu'en matière immobilière, on recommence, on tient compte des donations qui sont intervenues entre les mêmes personnes dans les 3 années qui précèdent, et ça reste que 3 ans, pour calculer le nouveau taux, donc la nouvelle tranche. Donc, pour des biens immobiliers d'une certaine valeur, il y a peut-être intérêt à commencer quand on est assez jeune pour donner tous les 3 ans et effectivement lisser, tant que faire se peut, les taux. Très bien. Donc les donations, nous savons un petit peu plus de quoi il s'agit. Peut-être en quelques mots, parce que c'est vrai que l'heure tourne et nous avons encore un deuxième thème à aborder. Testament, c'est quelque chose qui peut être fait très facilement ou qui peut contenir quoi? Très facilement, donc testament holographe, donc ça veut dire qu'il doit être écrit, c'est très important, de la main de son auteur, bien préciser la date, bien préciser qu'on est tout à fait sain de corps et d'esprit, dire s'il annule les autres testaments, etc. On peut le faire devant notaire, c'est encore plus simple. Faites attention qu'un testament, il faut encore qu'on le trouve pour qu'il s'applique et que donc si vous êtes le seul à savoir où il est bien caché, peut-être que ce sera moins intéressant. On peut les faire enregistrer, ce qui permet effectivement au notaire de savoir qu'un testament existe. Et on peut donc prévoir toute une série de choses qui tiendront compte de votre situation familiale, de vos souhaits, de dire par exemple quand vous avez voulu protéger votre conjoint, peut-être avoir une carotte mais un bâton aussi en disant aux enfants si vous demandez quand même une conversion, alors la quotité disponible ou la moitié de la quotité disponible sera allouée au conjoint survivant. Il y a moyen de protéger par le testament ce qu'on a fait par exemple en amont par des donations. Voilà. N'empêche que le testament, si je ne m'abuse, est un acte unilatéral, donc quelque part, il pourra toujours être modifié unilatéralement. Là, ou un contrat de mariage, il faut que les deux conjoints soient d'accord. Une donation demande un formalisme quand même un peu plus important. Donc, attention que le testament, on peut être surpris aussi par le fait que quelqu'un ait éventuellement changé son testament sans qu'on le sache. Donc la sécurité n'est pas nécessairement toujours équivalente quand on recourt à un testament. Clairement, le testament n'est pas la panacée, c'est un complément à ce qu'on veut faire, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours des choses qu'on doit prévoir ou qu'on doit pouvoir prévoir par son testament. Bien sûr. Très bien. Contrat d'assurance vie. Je me permets peut-être de faire une petite introduction, puisque nous sommes quand même un peu de la partie, si je peux dire. C'est un magnifique outil de planification successorale également. Pourquoi? Parce que qui dit contrat d'assurance vie, assurance placement, par exemple, on parle beaucoup de branche 23 de nos jours comme support d'investissement, mais c'est aussi un outil juridique intéressant qui va concerner un preneur ou plusieurs, un assuré ou plusieurs et des bénéficiaires. Et avec ce triptyque, on peut
déroger à la dévolution civile, on peut prévoir beaucoup de choses qui permettent, dans beaucoup de cas, de compléter une bonne planification successorale. C'est aussi un mécanisme qui permet de se protéger entre conjoints. Mais là, vous voyez qu'on a rajouté un grand point d'exclamation. Il y a des nouveautés, il y a des évolutions ou des régressions, ça dépend un peu de quel côté on se situe, qui font que, au niveau fiscal, il y a des choses qui vont changer. Et donc, il y aura peut-être des solutions. Mais Sabrina, tu peux nous dire en quelques secondes de quoi il s'agit? Simplement, on pourra y passer des heures, évidemment, mais ce n'est pas le but de ce soir. Le contrat d'assurance vie est aussi un beau produit. Et de nouveau, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire et quels sont les objectifs. C'est toujours comme ça que je réfléchis. Le contrat d'assurance vie offre beaucoup de solutions au niveau patrimonial parce qu'effectivement, on va sortir de ces problèmes de biens communs. On va avoir des certitudes au niveau de ce que ce sont des biens propres, etc. Donc, au niveau civil, on a des garanties. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, on a des droits de succession, le cas échéant, droits de succession qu'on peut tenter d'éviter. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Je sais donner un portefeuille de titres, je sais donner un contrat d'assurance. Là où ça va évoluer, et on va suivre en cela la Flandre qui a changé sa loi il y a 5 ans, on va évoluer dans le sens où la donation du contrat sera toujours possible et on sera bien à des taux distincts de 3,3% en ligne directe si on est en région wallonne. La différence, c'est qu'effectivement, on paiera des droits de succession sur l'éventuelle augmentation de valeur au moment du décès. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième chose qui est importante, il y avait du rififi entre la doctrine, l'ESDA qui était du côté de la doctrine et l'administration centrale sur tiens, on est deux, parce que c'est souvent ça qu'on fait, on est les deux parents, il y en a un des deux qui décède, il ne se passe rien parce qu'on est les deux têtes assurées aussi, donc le contrat ne prend pas fin. L'administration centrale voulait imposer au moment du premier décès alors qu'il n'y avait peut-être pas de rachat. On s'était toujours formellement opposé à cela et on obtenait gain de cause devant le service des décisions anticipées qui confirmait par hypothèse que le contrat ne prenant pas fin, les déclics qui permettraient de taxer une fiction légale successorale ne s'appliquaient pas. Et par ailleurs, confirmait que même si on était en communauté, il s'agissait toujours d'un bien propre et qu'au pire, une récompense était due. Ça, c'était tout à fait acquis. Ça a été confirmé par la réforme civile de 18. Donc là, on avait ouvert le champagne, on avait raison depuis le début. Eh bien, en Flandre, ils ont un système où effectivement, ce qu'on appelle le wait and see, il ne se passera rien, mais en cas de rachat sur la moitié du contrat, s'il a été muni par des avoirs communs, eh bien, on pourrait devoir payer des droits de succession au moment d'un éventuel rachat. C'est ce qui nous pend au nez en région wallonne, ça va aussi entrer en vigueur en 2022 et c'est ce qui devrait arriver aussi tôt ou tard à Bruxelles. Probablement qu'il y aura des alternatives, mais qui devront être étudiées. Toujours des alternatives. On attend évidemment d'abord les textes pour pouvoir se prononcer plus en avant. Très bien, mais écoutez, structure spécifique, 2 petits mots parce qu'on a encore une deuxième partie. Comme je dis toujours, le plus simple, le mieux, mais parfois il y a des situations qui sont plus complexes ou qui appellent d'autres réponses. Une chose qu'on utilise beaucoup et qui, à mon avis, on va réutiliser d'autant plus que l'évolution du code des sociétés et des associations permet aussi d'avoir des apaisements sur certaines notions. C'est une société simple et ça, c'est une forme de grosse enveloppe dans laquelle on va pouvoir mettre toute une série d'avoirs tout en étant certain de garder la gestion. Vous avez des enfants qui sont entre 13 et 25 ans, mais vous mettez une société simple et vous faites en sorte que jusqu'à leurs 25 ans, ils n'aient pas accès à ce genre de choses. Donc c'est un outil qui permet une grande flexibilité dans le contrôle, tout en permettant déjà une certaine transmission. Donc par exemple, qu'on utilise énormément quand on veut transmettre des portefeuilles plus conséquents, différents portefeuilles ou même des sociétés opérationnelles. Des avoirs mobiliers, pas immobiliers. Des avoirs mobiliers, pas immobiliers, sauf à vouloir payer trop de droits d'enregistrement, mais ce qui n'est pas l'objectif. Bien. Dernière petite remarque, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, j'en parle systématiquement à mes clients. Il ne faut pas avoir 80 ans pour parler de ça. C'est ce fameux mandat extrajudiciaire qui permet quand même de dire quand tout va bien ce qu'on veut qu'il se passe quand ça ira moins bien. Tu peux nous en toucher un petit mot ?
Ça, c'est aussi un point hyper intéressant. Et donc, c'est de nouveau une flexibilité qu'on a introduite il y a quelques années maintenant déjà dans le Code civil. On avait tous l'idée que voilà, si quelqu'un n'est plus en capacité, il faut aller devant le juge de paix qui va nommer un mandataire, un administrateur provisoire. En réalité, pourquoi ne pas le faire maintenant, d'emblée, surtout quand vous allez bien, et de prévoir toute une série de choses qui permettraient de dire, eh bien voilà, s'il m'arrive quelque chose, parce que je suis jeune, comme tout le monde s'en rend évidemment en compte, mais je pourrais demain avoir un accident de ski, hein, prenons le cas Schumacher, eh bien, plus personne ne sait rien faire avec mes avoirs, il faut aller chez le juge de paix, etc. Alors que si j'ai fait un mandat extrajudiciaire, ben, j'ai dit à mon époux que c'est lui qui pouvait tout à fait gérer, qui pourrait éventuellement faire des donations à mon fils en mon nom, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on est sous mandat, sous administration provisoire, il faut des autorisations pour tout quand on veut disposer de ses biens. On pourra aller beaucoup plus loin et donc être sûr que s'il faut prendre des décisions de disposition, notamment pour une planification, l'autre pourrait le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit faire. Il faut aller chez le notaire, Gilles, oui, c'est un acte notarié. Heureusement, parce que c'est aussi un acte très important et donc il est cadré par un notaire. Mais comme je dis, c'est pas cher et ça peut rapporter gros, donc autant le faire. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour hein, de toutes ces matières qui touchent à la meilleure manière d'anticiper quelque chose qui malheureusement nous arrivera à tous un jour ou l'autre. La question, ce n'est pas si, c'est quand. Exactement. Mais donc, on a un arsenal donc, de dispositions qui sont quand même très larges et surtout très flexibles. Je prends le mot que tu as utilisé beaucoup. La flexibilité est importante et l'aspect financier, la pérennité financière de tout le monde dans cette opération et surtout des conjoints est importante. Nous avons voulu également parler d'un deuxième thème d'actualité ce soir qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois quand la ministre des Pensions, Karine Lallieu, avait fait certaines sorties dans la presse parlant de certaines réformes à venir des pensions, notamment des pensions complémentaires, des pensions extralégales. Plantons le débat en quelques minutes, on ne va pas s'étendre très longtemps, surtout que ce thème finalement, c'est solidement calmé ces dernières semaines parce que manifestement, il n'y avait pas d'accord dans la majorité gouvernementale sur le fait de modifier grand-chose à l'heure actuelle. Ça arrivera peut-être un jour, mais tout ça, c'est un petit peu refroidi, disons. L'idée, c'est que Mme Lallieu voulait essayer de taxer différemment les pensions extralégales, les pensions du deuxième pilier. Hein, donc, c'est ce véhicule qui permet à des salariés, à des dirigeants d'entreprise de constituer un complément à leur pension légale qui, par définition, ne permettra pas, malgré les réformes qu'on va probablement voir arriver, de conserver un train de vie équivalent à celui que l'on mène lorsqu'on est actif et qu'on a des revenus professionnels. D'où ce recours depuis de bien nombreuses années à ces pensions extralégales qui permettaient plus ou moins de compenser ce déficit de la pension légale. C'est vrai que beaucoup de réactions sont sorties de ça. On voit Bruno Coleman ici qui parlait de spoliation des pensions complémentaires. Je pense qu'il avait raison. Et puis on a vu que, bon, malgré le fait de dire oui, mais il y a certains régimes qui sont plus favorables que d'autres, une notion d'inégalité qui, moi, ne m'a pas nécessairement été aussi pertinente ou aussi visible que ce que Madame Lallieu pensait voir. Nous avons voulu remettre un petit peu la pendule à l'heure ce soir pour dire, OK, est-ce qu'on peut toujours mettre en place, bénéficier, notamment dans des périodes de clôture, hein, on va arriver à la clôture des exercices de la majorité des sociétés, toutes ne clôturent pas au 31 décembre, mais c'est quand même la partie la plus importante. Est-ce qu'on peut encore optimiser cela? Est-ce qu'on peut le faire de manière pérenne et en tout cas de manière sécurisée fiscalement? C'est un petit peu le sujet. Alors, récemment, je l'ai dit, la ministre Lallieu, ça date de la semaine dernière, a fait une sortie en disant il n'y aura pas de révision de la fiscalité du deuxième pilier, mais nous lutterons contre les excès et le non-respect de la règle des 80% et nous clarifierons la législation à ce sujet. Tout est dit. Hein, d'où, je pense, l'utilité aujourd'hui de refaire un petit peu un rapide exposé de ce qu'on peut encore faire. On ne va pas faire ça très technique, on ne va pas faire ça très long, je vous rassure, mais qu'en est-il aujourd'hui? Sabrina, l'arsenal des modes de rémunération du dirigeant d'entreprise, si on prend cette personne en particulier, est-ce qu'on peut le résumer dans une vision de mode majeur de rémunération avant de rentrer dans les plans de pension?
Tout à fait, mais donc en réalité, voilà, ça c'est le deuxième pilier, ceux qui étaient les plus impactés. D'ailleurs, c'était ceux qu'elle visait, hein, Madame Oui. Lalieuse. L'ennemi, c'est toujours le dirigeant d'entreprise, tout en ne rappelant pas que la pension moyenne d'un fonctionnaire est de 4 000 €, d'un salarié est de 2 000 €, j'arrondis, hein, et d'un indépendant est de 800 €. Donc, je rappelle que le deuxième pilier, il est fait par le législateur, favorisé par le législateur, pour que justement cet indépendant travaille 2 fois durant sa vie de travail pour la période durant laquelle il va dépenser, mais pour qu'il puisse être un bon consommateur une fois qu'il aura atteint l'âge de la pension et surtout qu'il ne dépende pas des autorités. Donc, c'est à ça que sert le deuxième pilier. Donc, c'est assez fou de dire qu'il y aurait des abus quand effectivement des dirigeants auraient des montants très importants. Je rappelle que la règle des 80% fait que techniquement, c'est 80% d'une rémunération qu'il a proméritée. Donc, par hypothèse, si il a une grande EIP, c'est qu'il a eu une grande rémunération. Mais voilà, alors qu'elle veuille contrôler la règle des 80% dans la pratique, grand bien lui fasse. D'ailleurs, c'est à ça que sert l'administration, précisément à contrôler que les règles soient respectées. Mais pour le surplus, je rappelle qu'effectivement, quel est l'intérêt d'une société? Vous allez avoir un taux à l'impôt des sociétés qui n'a fait que diminuer. On sait qu'on est à 25% aujourd'hui, 20% sur les 100 premiers 1000 €, à la condition qu'il y ait une rémunération qui ait été donnée aux dirigeants. Donc, on voit déjà qu'on lie les taux distincts à la rémunération et qu'effectivement, la rémunération, dans le temps, hein, on avait cette fameuse règle des 36 000 € en tête, la fameuse règle du million, etc. Il faut avoir une rémunération qui permette de vivre, mais sachant que dans la rémunération, vous allez intégrer tout ce qui est avantage de toute nature, le téléphone, l'ordinateur, la voiture, si tant et si bien qu'on puisse encore avoir une voiture. On va pouvoir intégrer aussi le paiement des cotisations sociales et autres. Donc, cette rémunération va finalement assez vite grandir. Le tout est d'avoir évidemment un beau mélange de taux entre l'ISOC et l'IPP, puisque l'IPP, nous n'avons rien envié aux droits de succession. Dès la tranche de 40 000 €, nous sommes à 50%. Nous sommes champions du monde à ce niveau-là. C'est comme à la FIFA, on est toujours numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire effectivement quand on est en société? On va pouvoir utiliser l'argent qui est dans la société, puisque finalement l'argent est le bénéfice est chez elle. Si elle paye son ISOC, et donc si elle paye en rémunération, on va payer 50% très vite. Donc l'idée c'est de thésauriser. Et en fait, la loi nous le permet. Dans le temps, on pouvait même faire ça dans la société en interne, c'est quand même fabuleux. Aujourd'hui, c'est obligatoirement externalisé, mais donc la société va pouvoir déduire effectivement de son chiffre d'affaires, elle va pouvoir déduire ce qu'elle met de côté pour vous, son dirigeant. Donc, c'est son plan d'épargne pension, c'est ton EIP qui vous sera remis au terme lorsque vous aurez terminé votre carrière. Elle aura pu déduire et vous serez taxé distinctement. Donc, honnêtement, c'est un très bon produit d'investissement, mais qui ne marche que si vous avez une bonne rémunération. Donc, par hypothèse, l'un va avec l'autre. Et puis, comment vous allez contrebalancer ça? Vous allez avoir des distributions de dividendes. Alors, je ne vais pas refaire l'historique du précompte mobilier en Belgique parce que je crois qu'on avait un peu fumé la moquette entre 2011, 2012, 2013, enfin jusqu'à présent. Sachons tous que techniquement, le taux du dividende aujourd'hui est de 30%, mais qu'il y a plein de moyens de ne pas payer 30%. Il y a ce qu'on appelle le fameux VVPR bis. Pourquoi bis? Parce qu'il existait, on l'a retiré, mais puis on l'a quand même remis, mais pour les nouvelles sociétés qui sont constituées depuis le 1er juillet 2013, ou qui font des augmentations depuis lors. Et donc, effectivement, on va pouvoir sortir son dividende à 15%. On a aussi pour les vieilles sociétés comme la mienne, parce que jeune mais pas tant que ça, on va avoir un autre système qui s'appelle les réserves de liquidation. Et ça, c'est un système fabuleux. Il n'y a que la Belgique pour inventer ça. On va à la fin de l'année, au moment de la distribution, on va considérer qu'on met de côté pour la liquidation. La société va payer les 10% d'impôts, donc c'est la société qui les supporte. Et ça, c'est top puisque l'argent est dans la société. Et au moment de la liquidation, quand vous toucherez cette réserve, peu importe le moment où la liquidation intervient, c'est plus 1 € d'impôt. Si vous faites ça, vous continuez comme moi pendant 20 ans à faire des réserves de liquidation et que vous avez besoin à un moment de sortir l'argent, vous paierez encore
un précompte mobilier, mais donc là, c'est la personne physique qui le supporte, et il ne sera que de 5% si vous attendez 5 ans, et donc ça veut dire 10% supporté par la société, 5 par la personne physique, on est à 15, un tout petit peu moins d'ailleurs, et on a donc ce fameux VVP RTR, comme je l'appelle. Donc ça, c'est tous les outils qu'on a en main, et donc techniquement, vous allez pouvoir tout à fait lisser votre taux par rapport à ce que vous auriez payé si vous étiez à l'IPP, parce que là, c'était facile, c'était 50. Voilà. Et donc, sous un œil plus financier, de nouveau, finalement, on va pouvoir faire de l'épargne via le plan de pension. Exactement. On pourra éventuellement même consacrer de l'épargne sur une distribution des bénéfices via un dividende, sur l'épargne privée à ce moment-là. On peut même faire de l'épargne de son salaire net, mais là, ça coûte quand même relativement cher. Donc, l'idée, c'est de trouver évidemment le meilleur mix, de mettre les curseurs aux bons endroits. Cher Gilles, ça fait partie évidemment de nos obligations d'anticipation de clôture de bilan. Voilà, exactement. Et donc là, c'est d'ailleurs un bel exemple de complémentarité de nos métiers, puisque nous avons régulièrement des débats avec et des discussions pour nos clients communs avec nos amis comptables, experts comptables, pour optimiser le mix, on va dire, de ces modes de rémunération. Mais zoomons un petit peu plus sur les plans de pension. Je vous fais grâce de ce tableau. On a pris un peu trop de temps. L'idée, c'est évidemment d'abord de voir quand vous aurez besoin de ces sorties de trésorerie de la société. Est-ce qu'on parle de court terme pour votre train de vie courant, vos charges de ménage, vos vacances, vos hobbies, les enfants, etc., etc. Est-ce que vous aurez besoin de sorties de liquidités à moyen terme pour financer des projets immobiliers, acquisitions ou autres, ou est-ce qu'on parlera de constituer un capital pour assurer des revenus complémentaires le jour où vous n'aurez plus de revenus professionnels, c'est cette fameuse pension. Eh bien, le tout est évidemment de chiffrer tout ça et de faire coïncider la complémentarité de ces modes de rémunération. Ça fait évidemment partie de nos métiers. Alors, la fameuse règle des 80%, pour la redire, elle dit, de manière, je vais essayer d'être le plus simple possible, en fonction de différentes variables qui sont principalement la rémunération que vous prenez dans votre société régulière, etc., et la durée d'années de carrière qu'on va pouvoir financer dans votre société, vous allez pouvoir générer un capital complémentaire qui ne pourra pas excéder 80%, si on l'exprime en rente, de votre dernière rémunération. Donc ça, c'est l'idée maîtresse. On ne va pas trop zoomer dans la définition parce qu'on pourrait la développer pendant très longtemps. Si je vous montre un petit schéma, vous voyez qu'ici, prenons un dirigeant qui a aujourd'hui 50 ans, il a un âge de pension qui va passer à 67 ans, comme vous le savez, à partir de 2030. Il a encore 17 années de carrière devant lui et il a une certaine carrière passée. Il a par exemple créé sa société à 40 ans, donc il a déjà passé 10 ans dans sa société, et avant ses 40 ans, il a travaillé au moins 10 ans, mais on ne peut prendre qu'un maximum de 10 années avant ses 40 ans. Ça veut dire, dans le cas qui nous occupe, notre fameux dirigeant, il a des années qui vont aller de ses 30 ans jusqu'à 67 ans. On a 37 ans de carrière qu'on va pouvoir financer pour générer ce capital au terme. Le future service, c'est entre ses 50 et ses 67 ans, c'est 17 ans qu'on pourra financer. Le back service, c'est entre ses 30 et ses 50 ans, c'est-à-dire les 20 années passées. Et chaque façon de financer, le futur ou le passé, a des façons de faire et un formalisme à respecter, des calculs fiscaux à respecter. On peut financer le passé en une fois ou en plusieurs fois. C'est un des points qui ne plaît pas trop à Madame Lallieu. On verra si elle voudra y toucher, mais pour le moment, rien de neuf sous le soleil. La loi permet toujours de le faire. Et la carrière future, on la financera sous forme de primes annuelles ou mensuelles, ou en tout cas de primes récurrentes. Donc ce principe de règle des 80% tient toujours. Nous sommes d'accord. La loi n'a pas changé. La loi n'a pas changé. Je ne pense même pas qu'elle changera. Ce qui est important, c'est de savoir que les 10 ans ici qu'on reprend, c'est prévu dans la législation, donc ce n'est pas un abus. Ce qui pourrait être considéré comme un abus, c'est de pas tenir compte de réserves qui auraient été faites sous le cadre d'un autre statut, par exemple, en tant que salarié. Et donc, en fait, à la fin, on aura eu plus que 80%. Donc ça, c'est effectivement ce que l'administration tente de contrôler, c'est tenter si bien qu'elle en ait effectivement les moyens. D'accord. Donc, ce schéma tient toujours. Si on réfléchit un petit peu en se posant quelques questions, donc la posture relativement agressive de la ministre des Pensions, en tout cas qu'elle a tenue il y a quelques mois, on était en avril-mai si je me souviens bien, c'était un peu plus de cinéma, pardonne-moi l'expression, qu'autre chose, puisque juridiquement et fiscalement parlant, rien n'a changé.
Rien n'a changé. C'est un peu une maladie de ce gouvernement où on fait partie d'un gouvernement et puis on fait son opposition sur le côté et puis on fait des courbes rentrantes. Il a bien été acquis que ça ne faisait pas partie de l'accord du gouvernement, donc elle ne pouvait pas toucher à cela. Techniquement, d'aucuns maintenant disent que c'est câblé jusqu'en 2030, d'aucuns jusqu'en 2023. On verra. En tout cas, ce que je vois dans la pratique, c'est qu'effectivement, les personnes qui sont en fin de carrière, puisque c'est elles qui seraient susceptibles d'être contrôlées, puisque là qu'on saura vérifier les 80%, risquent des contrôles plus importants. Et donc, ce qu'il convient de faire, c'est de pouvoir effectivement répondre en toute quiétude à l'administration fiscale. Il faut aussi peut-être éviter l'idée, à partir de ces 65, 64, 63 ans, de tout à coup faire des back-services de la rage, augmenter sa rémunération de façon exponentielle. C'est ce genre de choses-là qui seront éventuellement contestées. Et je pense que c'est à ça qu'elle pense quand elle dit qu'elle va peut-être préciser la loi pour justement éviter ce genre d'écueil où les 5 dernières années, c'est bingo, on se verse 200 000 € de rémunération et là, on se fait un back service important pour bénéficier des taux distincts. C'est ça l'idée qui est derrière les abus. Mais on peut en effet relativement considérer qu'on parle un peu d'abus dans ces cas-là, puisque ce n'est pas l'exemple d'une carrière pleine, même si un dirigeant d'entreprise à certains moments ne se rémunérera peut-être pas parce que sa société n'en a pas les moyens, et que le jour où elle fonctionne, mais on peut à ce moment-là quand même bénéficier d'augmentation de rémunération et de récupération peut-être d'années de pension qu'on n'a pas financées. Mais évidemment, ce sont les excès qui sont à éviter. Et d'ailleurs, toutes les compagnies d'assurance et normalement les courtiers qui appliquent ça depuis déjà quand même pas mal d'années ne conseillent pas dans les 5 dernières années de carrière de jouer trop sur la rémunération ou autre chose. Mais notre brave dirigeant ou dirigeante d'entreprise tout à l'heure qui a 50 ans, qui a encore une longue carrière devant lui ou devant elle avec du passé, etc., pour autant qu'on respecte les règles, on peut encore jouer par exemple sur le fait de financer un back service supplémentaire si on a un peu trop de bénéfices dans la société, si on a un projet immobilier ou d'autres choses. Ces règles-là existent toujours. De recalculer si on se marie, puisque ça change effectivement les règles. Donc, comme vous avez vu que j'étais pour le mariage. Voilà, j'ai fait découvrir à un de mes clients récemment que comme il était devenu cohabitant légal, ce que je lui conseille de faire depuis bien longtemps, je lui dis, mais comme par magie, ton plan de pension, tu récupères une possibilité d'augmentation. Ah bon, me dit-il. Voilà. Je dis, je te l'avais dit, pourtant, oui, c'est vrai, maintenant je m'en souviens. Mais il est allé signer ce fameux document à la commune, donc et il est ravi d'avoir pu augmenter son plan de pension. Et protéger son cohabitant au niveau du logement. Voilà, on l'a dit tout à l'heure. Donc, les risques, du moment que l'on respecte les règles déjà connues, mais qui n'ont pas changé, on peut considérer qu'actuellement, on est dans le droit chemin ou le chemin du droit, ou je ne sais pas comment on peut le dire. Madame Lallieu avait également parlé à un moment donné de dire qu'on allait liquider les plans de pension complémentaires en rente. Je pense que ni toi ni moi n'y croyons, pour des bonnes raisons. Oui, et là, je pense que c'est les termes de hold-up, moi j'aurais dit de racket. Effectivement, ça c'est pas concevable parce que si on devait, au terme, empêcher la personne de prendre la pension en capital et qu'on était obligé de le faire en rente, ben, ça bénéficie à personne à la fin de la journée. Parce que si je meurs le lendemain, parce que j'ai trop fêté ma pension et que je meurs le lendemain, ben, finalement, ça a été payé à fond perdu. Il n'y a personne qui en bénéficie. Et ce serait très compliqué de justifier ça vis-à-vis des héritiers. Or, il me semble quand même que la situation actuelle économique a plutôt intérêt à ce que l'héritier reçoive ces sommes. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on chipotera. Ne fût-ce que pour payer des droits de succession dessus plus tard, comme on le disait. Voilà, c'est un peu ça le lien entre les pensions complémentaires et les successions. Donc, capital ou rente, je pense qu'on peut oublier. Il y avait évidemment aussi le fait de dire qu'on peut toujours, et la loi le prévoit, expressément utiliser les plans de pension complémentaires du deuxième pilier à but immobilier, soit engageant des contrats ou en prenant des avances. Quelqu'un qui a bénéficié de ces possibilités, qui se verrait voir un contrat liquidé en rente, mais ça ne marche pas évidemment. S'il faut rembourser une banque parce qu'on lui doit X centaines de milliers d'euros pour un financement immobilier, la rente ne permettrait pas de le faire évidemment. Donc il y a beaucoup d'éléments pratiques qui font que cette volonté peut-être un peu trop vite avouée ne sera plus que probablement pas suivi des faits. Rattrapage du passé, on en a parlé, donc là, soyons prudents. Donc il est beaucoup plus prudent aujourd'hui de dire qu'on prend systématiquement en compte les 10 années avant l'existence d'une société, pour autant qu'on ait cotisé un régime de sécurité sociale pendant ces 10 ans, mais on devra évidemment aussi tenir compte des capitaux
existant pour Voilà. l'année précédente. Le salarié qui a eu une belle carrière, qui passe indépendant à 50 ans, a déjà 500 000 € de réserve et qui dit « moi je ne prends pas le passé et donc je retrouve une virginité pour commencer ma pension complémentaire à zéro », on peut raisonnablement penser que ce ne soit peut-être pas tout à fait juste qu'il puisse encore le faire. Donc ça c'est relativement normal. Autre question, but immobilier, ben voilà, je l'ai dit, c'est évidemment coulé dans la loi, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse plus le faire. Et la faisabilité des optimisations à court terme, on l'a vu aussi, rien n'a changé. L'avenir, tu parlais de 2023 il y a quelques jours, tu dis peut-être même 2030 maintenant. Nous verrons si une majorité gouvernementale se dégagera sous cette législature-ci ou les suivantes pour modifier cela, mais je pense qu'ils ont déjà beaucoup de boulot avec les pensions légales celle-ci ne le fera pas pour le moment. Voilà, ça c'est relativement clair. Donc, mesdames, messieurs, le question time est là. Je me tourne vers Karine pour voir si nous avons quelques questions. Merci. Eh bien, écoutez, on a peu de questions, mais qu'on va essayer de résumer. Peut-on faire des donations immobilières rien que sur la nue propriété? Tu as déjà en partie répondu, mais ça vaut la peine de le redire, certainement. Oui, parce que comme on avançait, je n'ai pas dit une chose qui est très importante. Oui, on peut faire une donation immobilière uniquement sur la nue propriété, donc vous vous réservez l'usufruit, mais attention, les droits de donation se calculent sur la valeur pleine propriété. Donc, même si j'ai 44 ans et que donc mon usufruit vaut plus de 50% et que je donne la nue propriété à mes 3 enfants, on se dirait bingo, on calcule sur la pleine propriété. Et ça, par exemple, c'est une grande différence avec la France. La France, exactement. La France, qui est quand même pas le pays de la fiscalité, elle n'a pas grand-chose à nous envier. D'ailleurs, au niveau planification, c'est clairement nous qui remportons la bataille. Mais par contre, au niveau immobilier, en France, quand vous donnez, que vous vous réservez l'usufruit, eh bien, quelqu'un de mon âge, de 44 ans, son usufruit vaut 60%. Donc, si je donnais mon immeuble d'1 million d'euros, ce n'est pas le cas, hein, facile, chiffre rond, si je donnais mon immeuble d'1 million d'euros à mes 2 enfants, en réalité, je donnerais 400 000 € à mes 2 enfants, donc chacun 200 000, sachant que sur 100 000, j'ai un abattement. En fait, ils ne paieraient que sur 100 000 chacun, alors qu'en Belgique, ils auraient reçu, si l'immeuble est en Belgique, ils auraient reçu chacun 500 000, d'où le fait de faire des tranches et de le faire tous les 3 ans. On peut faire une donation sur la nue propriété uniquement, mais on paye plein pot. Voilà. Il y a d'ailleurs une question qu'on nous pose régulièrement pour quelqu'un ou des clients qui veulent acheter un bien en France. Est-ce qu'on le met déjà au nom des enfants? Est-ce qu'on le prend en pleine propriété? Cette possibilité de faire des donations en France de manière beaucoup plus efficace et moins chère qu'en Belgique fait qu'on a peut-être moins intérêt à le faire en France que par exemple pour un bien qu'on voudrait acheter, pourquoi pas en Belgique. Oui, d'autant qu'il y a une chose à laquelle il faut penser en France, c'est que donc déjà, je vous dis, l'usufruit, c'est 60% quand on a entre 40 et 50 ans, c'est 50% entre la dizaine suivante, c'est 40% quand on a 61 ans jusqu'à 70 ans, donc on perd 10% de valeur d'usufruit par dizaine d'années. Ce à quoi il faut être attentif en France, c'est par contre si, imaginez que vous ayez un bien pendant 15 ans et puis vous le donnez aux enfants et puis on vend. N'oubliez pas qu'en France, les plus-values sont taxables, sauf si on a une détention assez longue. Donc effectivement, bien réfléchir au fait que si on devait à un moment donner aux enfants, c'est vrai que c'est moins cher, mais si les enfants devaient revendre, on perd les années accumulées des parents. Donc vous voyez, c'est ça qui est magnifique avec la fiscalité, c'est qu'il faut réfléchir au niveau indirect, au niveau direct. Mais voilà, sachez aussi une autre chose qui est très importante avec la France, parce qu'on pense souvent quand il y a des donataires en France qu'on ne sait rien faire. En France, on sait imputer de l'impôt payé en Belgique sur des donations immobilières sur l'impôt qui serait dû en France. Donc, moi, j'ai déjà fait des planifications assez sympas en ne payant pas un franc en France, nonobstant le fait de faire des donations de biens immeubles belges. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut penser. Très bien. Petite question supplémentaire. Si on n'a pas d'enfant ni de conjoint, peut-on déshériter un de ses parents en faveur de l'autre? Alors, c'est une excellente question. Ouais. On aurait pu en parler effectivement. Dans le temps, les parents étaient aussi réservataires. Ça a été supprimé par la loi entrée en vigueur en 2018. Donc, le nouveau code des successions ne prévoit plus de réserve pour les parents. Donc, vous pouvez effectivement les
déshérités. Vous pourriez favoriser l'un par rapport à l'autre. Faites juste attention qu'on a voulu quand même protéger les parents et qu'ils auraient éventuellement une créance en aliments s'ils sont en situation d'indigence, donc comme s'ils pouvaient vous demander une rente alimentaire sur le quart de votre patrimoine. Donc si vous avez deux parents qui vont très bien, qui n'ont pas de problème financier et que vous envoyez un et pas l'autre, vous pouvez parfaitement tout donner à celui avec qui vous vous entendez. L'autre n'aurait de recours que s'il peut avoir une créance d'aliments. Voilà. Très bien, mais je pense que nous n'avons plus de questions. Gilles, est-ce que tu veux clôturer ou je le fais? Je crois que c'est à Je toi que ça revient. je pense que grand merci pour la qualité de la présentation à tous les deux. Alors, je me rends bien compte qu'il est vraiment fondamental que chacun se mette autour de la table et fasse son analyse des droits de succession à payer. Parce qu'il y en a certains qui peuvent s'imaginer qu'ils vont peut-être payer beaucoup, alors que finalement, avec toutes les règles méconnues, il n'y a pas énormément. Et il y en a d'autres qui ne se tracassent pas et qui devraient se tracasser en disant si je fais simplement une opération, je peux réduire les droits de succession. Alors, pour rebondir un peu là-dessus et pour clôturer, je pense qu'il y a un outil qui va être mis en place par WeLink et TAG va pouvoir en bénéficier via notre plateforme également pour permettre très simplement de calculer les droits de succession sur base d'informations que le client mettra dans le système, avec après évidemment intervention de WeLink ou TAG pour la discussion pour le futur et la mise en place d'assurance ou de réflexion sur les droits de succession. Bien, merci à tous les deux. Merci à toi. Et j'espère à la prochaine. Merci à vous. Sabrina, encore merci pour ta fidélité et ta disponibilité. Merci Gilles pour ton accueil et mesdames, messieurs, bonne soirée à vous.